Voici la revue de presse. Bonjour Marion Lagardère. Bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour à tous. Dans la presse ce matin, la science en question. Oui, faut-il croire les scientifiques? C'est le titre audacieux du dossier de la revue Books qui sort aujourd'hui. À l'heure où on se bat pour trier le vrai du faux, où le président de la première puissance mondiale accuse les scientifiques de produire des fake news et où l'on vous dit qu'un jeune sur 5 pense qu'il est possible que la Terre soit plate, oui, c'est audacieux. Certains diront inconséquent et pourtant, il y a un vrai sujet. Ce sujet, c'est la prolifération exponentielle du nombre de publications scientifiques. Chaque année, écrit Olivier Postel-Vinet dans l'édito de Books, chaque année, 2 millions d'études scientifiques sont publiées dans le monde et c'est un fait désormais solidement établi. La plupart des articles publiés sont biaisés. Nutrition, enseignement, économie, épidémiologie et même climat. Books raconte comment cette course à la quantité est un cercle vicieux où, pour obtenir un poste, on regarde d'abord le nombre de vos publications et citations. Autrement dit, les chercheurs ne sont pas incités à publier ce qui est vrai, mais ce qui compte pour leur carrière. On produit trop d'études, on bâcle et surtout, on exagère les résultats des recherches. Mise en garde venue cette fois d'une autre revue, le trimestriel de l'Association pour l'information scientifique, Science et Pseudosciences, qui dénonce la multiplication des raccourcis dans la presse du type « le lard donne le cancer » ou « le beurre augmente le risque de maladie cardiaque ». On simplifie, on déforme, on désinforme, tout devient binaire, résume l'édito de Science et Pseudosciences. Le glyphosate, le changement climatique, le lévothyrox, les vaccins, les discussions nécessaires sont étouffées par la dramatisation immédiate et surtout par l'impératif de décision. Il faut s'opposer, il faut interdire. À la fin, la science devient inaudible. Justement, dans Le Monde, il est question de science et précisément de l'efficacité scientifique de la politique de Jean-Michel Blanquer. Et oui, le ministre de l'Éducation mise beaucoup sur les neurosciences, mais sont-elles un bon outil pour l'école, demande le journal. Un débat qui agite les spécialistes de la question depuis des semaines. Côté pour, Olivier Houdet, professeur de psychologie du développement, pour qui les neurosciences sont une révolution pour l'éducation. Grâce à l'imagerie cérébrale, aux IRM, dit-il, on peut comprendre comment les enfants apprennent à lire, écrire et compter. C'est ça qui est intéressant pour l'école. Or, en 2018, on éduque encore en aveugle, c'est-à-dire en ne nous intéressant qu'au rythme scolaire, au nombre d'élèves par classe ou encore aux examens, sans tenir compte des mécanismes du cerveau. La science ne doit pas faire la classe, dit-il, mais il faut des allers-retours du laboratoire à la classe. Une position qualifiée de scientisme non dénué de danger par le philosophe Yves-Charles Zarka. Cette méthode n'a rien de scientifique, ajoute le psychiatre Gérard Pommier. Il n'existe à ce jour aucune preuve, ni génétique, ni neurodéveloppementale, ni héréditaire des difficultés d'apprentissage, lance-t-il. En revanche, il existe des preuves surabondantes pour démontrer que les difficultés scolaires sont liées aux questions familiales et sociales. Voilà, c'est spécialiste contre spécialiste avec des arguments très justes et intéressants dans chaque camp. Et c'est à lire donc dans le journal Le Monde. Au-delà de ça, Marion, sans avoir besoin de faire appel à la science, beaucoup d'informations sont avéré, oui. confirmé dans la presse ce matin. Et là, pas besoin de preuves scientifiques. Angela Merkel est parvenue à sceller un accord avec les sociodémocrates, c'est avéré. Vrai. Et c'est en une des Échos et de l'Opinion, avéré aussi. Emmanuel Macron qui est resté ferme face aux nationalistes corses qui, eux, ne sont pas contents du tout. Décryptage en pages 2 et 3 du Figaro. Et puis, c'est prouvé, évidemment, il a neigé abondamment. Et oui, il nous dit, tout à fait. Et le Huffington Post nous dit que Météo France avait anticipé. Les météorologues avait tout calculé, tout prévu, tout annoncé. D'ailleurs, vu les unes ce matin, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. L'Union, la République du Centre ou encore le Courrier Picard vous préviennent. Gare au verglas, Lyon Républicaine alerte, pas de transport scolaire aujourd'hui. Et la Voix du Nord anticipe, la neige est attendue demain, vendredi, sur l'ensemble du Nord-Pas-de-Calais. Ce qui est prévisible est-il évitable ? Oui et non, répond le Parisien, mais quoi qu'il en soit, évitons les excès, résume Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne. Il n'y a eu ni mort ni blessé et la dramatisation met une pression énorme sur les services de météorologie, une pression qui pourrait générer le déclenchement d'alertes rouges plus souvent qu'à leur tour. Oui, et il y a fort à parier que dans ces cas-là, on finirait par se demander, faut-il croire les météorologues ? Et puis, plusieurs milliers de familles participent ce mois-ci à une expérience, non pas scientifique, mais de consommation. Oui, ils testent la vie sans supermarché. C'est ce que nous raconte Midi Libre ce matin. Le défi vient de Suisse et des
des internautes français s'en sont emparés sur Facebook. Essayez donc pendant un mois de consommer en circuit court dans le Gard par exemple. Caroline et son mari vont désormais aux Halles de Nîmes, écrit la journaliste Caroline Frolig. Ils préparent leurs propres bocaux, font leurs yaourts et anticipent leurs besoins en élaborant à l'avance des menus pour la semaine. Moi, je vais maintenant chez le boucher, chez le primeur, raconte Mireille, 28 ans. J'ai arrêté d'acheter des sucreries et je ne jette plus rien à la poubelle. Donc, en termes de coût par rapport à un caddie, eh bien, c'est équivalent. Ça va pour Mireille, mais d'autres reconnaissent que ce n'est pas simple et qu'ils continuent à passer au supermarché pour certains produits. Mais il ne s'agit pas d'un boycott, explique Leïla Rolli, l'initiatrice du défi février sans supermarché. L'idée, c'est de tester, de redécouvrir le marché près de chez soi et les petits producteurs. Une démarche qui, mine de rien, va totalement dans le sens du projet de loi sur l'agriculture et l'alimentation que vient de présenter Stéphane Travers. Témoignages et conseils donc à lire dans Midi Libre. Enfin, Marion, retour à la science avec cette interview dans Le Point du mathématicien Alain Cohn. L'un des grands esprits mathématiques de notre temps, écrit Sophie Pujas, professeure au Collège de France, membre de l'Académie nationale des sciences américaines, médaille Fields en 82, médaille d'or du CNRS en 2004 et auteur d'un roman d'aventure, Le Spectre d'Atacama, qui vient de paraître chez Odile Jacob, une fiction dans laquelle il expose de manière ludique sa théorie. La communication avec les extraterrestres passe par les mathématiques. La vraie communication, dit-il, ce n'est pas le langage verbal, explique Alain Cohn. Les maths sont un langage, le seul qui soit universel. Elles nous permettent d'expliquer les phénomènes physiques, de comprendre, de calculer les spectres des corps chimiques. Et cette constatation n'est probablement pas le seul fait des terriens. Elle existe sûrement ailleurs, dans d'autres civilisations avec lesquelles ce serait une manière de communiquer. Une hypothèse qui, faute d'avoir localisé des petits E.T. volontaires pour une expérimentation, est condamnée pour l'instant au stade de la théorie, ce qui n'empêche pas, non pas d'y croire, mais au moins d'en débattre. Merci à vous, Marion Lagardère, pour la revue de presse.